Dijon, vendredi 26 mars 2004, il est 11h35 lorsque les secours reçoivent un appel inquiétant. Dépêchez-vous! Oui, ma femme est par terre! C'est terrible! À l'autre bout du fil, un homme couvert de sang semble complètement bouleversé. Il hurle, il se met à crier, elle est morte. Ses propos sont difficilement compréhensibles. Je sais pas ce qu'elle a, Et il hurle « Où sont mes chiens? J'aurais dû l'emmener avec moi. J'aurais dû emmener ma femme aujourd'hui avec moi. » On a quelqu'un en état de choc. Ma femme est par terre, dépêchez-vous! Et qui donc appelle les secours, elle est morte, il y a du sang, il faut venir. Les secours prennent immédiatement cet appel au sérieux. Et moins d'une demi-heure plus tard, à 12h15, les gendarmes arrivent sur les lieux, le hameau de Lanneau, sur la commune d'Arconcey. À leur arrivée, ils découvrent l'homme qui les a appelés. Il s'appelle Laurent Barry. Il a 35 ans, il est éleveur de poulets. Quand mes collègues arrivent, Laurent Barry, il se trouve à l'extérieur avec les pompiers. Il est assis sur un banc avec le téléphone à la main, complètement prostré. Et il est à la fois, j'ai envie de vous dire, prostré et gémissant. C'est une bête blessée. La seule chose qu'il sait dire, ma femme est là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'elle a. À l'intérieur de la maison, les gendarmes font une macabre découverte. Une femme baigne dans son sang dans la pièce principale de la ferme. Elle gisait sur le dos, elle était ensanglantée dans la pièce principale de la maison. Il y a une mare de sang derrière la tête. A priori, elle a pris une douzaine de coups de couteau. Elle a une large plaie à la gorge et puis d'autres plaies entre le thorax et l'abdomen. Le médecin dépêché sur les lieux ne peut que constater le décès de la victime. Ce qui est terrible, c'est qu'elle a été fracassée au sens propre du terme, puisqu'elle a reçu un choc au niveau du crâne. Elle n'a plus d'oreille. Le haut de l'oreille a disparu. La victime s'appelle Valérie Barry. Elle a 38 ans. Elle est aide-soignante. À l'extérieur, son mari est incapable de répondre aux questions des enquêteurs. Il tient des propos délirants. Il est couvert de sang. Enfin, il a du sang à la fois sur les mains et sur le visage. Il comprend pas ce qui arrive à sa femme, enfin il voit bien qu'elle est morte manifestement. Il est vraiment totalement traumatisé par ce qui vient de se passer. Il n'est pas en état d'être entendu. Il est inaudible. Le médecin des pompiers dirige immédiatement le mari vers l'hôpital de Dijon pour qu'il soit pris en charge dans une cellule de soutien psychologique. Alors, que s'est-il passé ce vendredi 26 mars 2004 au hameau de Lanneau? L'enquête commence. Et immédiatement, les enquêteurs procèdent aux premières constatations. Juste à côté du corps de Valérie Barry, ils saisissent l'arme du crime. On va dire un énorme couteau de boucher. On peut évidemment en déduire que c'est l'arme du crime, mais évidemment l'autopsie le dira de façon plus formelle. Un couteau impressionnant dont la lame mesure plus de 20 cm. Alors sur le couteau, on va pas retrouver d'empreintes identifiables. Alors à partir de là, on peut se poser la question, est-ce que la personne qui a agressé et tué Madame Barry était munie de gants Les techniciens en investigation criminelle effectuent ensuite des prélèvements sur le corps de la victime. Il y a eu des cheveux qui ont été trouvés dans la main de Madame Barry. Le fait qu'on retrouve des cheveux dans sa main montre qu'elle a essayé de se défendre. Hormis ses cheveux, les enquêteurs ne relèvent aucune trace d'un ADN connu, ni d'ailleurs aucune empreinte digitale. On retrouve effectivement l'empreinte digitale de Laurent Barry. Mais en même temps, quoi de plus normal que de retrouver l'empreinte digitale du propriétaire des lieux? Dans la cuisine qui jouxte la pièce où se trouve le corps de la victime, les gendarmes découvrent des gouttelettes de sang. On sait que l'agression a commencé dans la cuisine à cause des premières éclaboussures de sang. D'ailleurs, il y a un chausson qui se trouve dans la cuisine, donc ça a commencé là, si vous voulez. Et ça s'est poursuivi dans la pièce à côté, quoi. Valérie aurait donc été attaquée dans la cuisine avant d'être sauvagement poignardée de 13 coups de couteau dans le salon. Reste maintenant à déterminer l'heure de la mort. Donc le médecin, lui, dit à la première vue, quand il arrive sur les lieux, voilà, j'estime la mort à 10h30. La victime aurait donc été agressée aux alentours de 10h30 avant d'avoir le crâne fracassé sur le carrelage du salon.
Comme il est d'usage en pareille situation, les gendarmes vont s'intéresser à son mari, Laurent Barry. Parce que la personne qui a découvert le corps, c'est lui, et que statistiquement, enfin on le dit dans les enquêtes, la dernière personne à avoir vu la victime, c'est souvent le meurtrier. Donc les gendarmes se posent des questions à son sujet, ce qui me semble assez logique. Désormais, pour les enquêteurs, toute la question est de savoir si le mari de la victime, Laurent Barry, a joué un rôle dans le meurtre de sa femme. Ce vendredi 26 mars 2004, il est 17h30, quand les gendarmes arrivent dans l'unité de soutien psychologique de l'hôpital de Dijon pour entendre pour la première fois Laurent Barry. Et voici ce que l'homme explique aux gendarmes sur son emploi du temps de la journée du meurtre de sa femme. Sur son emploi du temps, il dit « Je me lève de bonne heure, je prépare mes poulets pour les emmener au restaurant à Dijon, restaurant qui achetait donc ses volailles. » Laurent Barry avait l'habitude de se rendre les vendredis, notamment, sur Dijon pour faire ses livraisons. Donc il conditionne ses poulets, fait ses factures, enfin sa facturation. Valérie, sa femme, exceptionnellement ne travaille pas ce jour-là. Elle a pris sa journée pour s'occuper de la maison. Lui nous explique qu'elle avait pas mission, mais qu'elle avait décidé dans la matinée de poncer les poutres de la pièce, de l'endroit où elle était retrouvée, elle, gisant sur le sol. Ce jour-là, il est donc 9h quand Laurent Barry quitte son domicile. Il prend sa voiture alors que d'habitude il utilise sa camionnette. Mais en tout cas ce jour-là, il a pris sa voiture. Il a juste quelques poulets, il décide de prendre son petit véhicule léger. Pour se rendre à Dijon, dans un restaurant, pour livrer ses poulets. La ville de Dijon se trouve à 56 km du village de Lanneau. Il estime 1h15, 1h30 le délai de route. Il arrivera à 10h15, aux environs de 10h15, à Dijon, chez donc, son client. Il reste 5-10 minutes, enfin, allez, tout au plus un quart d'heure dans le restaurant. On lui donne son chèque par rapport donc, à ce qu'il vient de livrer et il s'en va. Sur le chemin du retour, Laurent Barry raconte qu'il s'arrête comme tous les vendredis chez son ami garagiste. Et ensuite, il va aller voir un copain qui tient un garage, et ils vont discuter ensemble. Et puis il va l'inviter à dîner, je crois, pour le lendemain ou le surlendemain avec son épouse. C'est à son retour, vers 11h30, qu'il a découvert sa femme. Voici ce que raconte précisément Laurent Barry aux gendarmes. Lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai immédiatement constaté que mon chien Johnny, qui est un border collie, ne se trouvait pas dans la cour. Je suis rentré dans la maison, j'ai vu des trucs par terre, mais je ne sais plus ce que c'est. Il m'a dit qu'il l'avait appelée plusieurs fois, qu'elle répondait pas. C'est ce qui l'a surpris en premier. Il l'a appelée, ça répondait pas. Il m'a dit donc il allait dans ce qui était leur chambre, il l'a pas trouvée. Du coup, il est rentré dans le salon, il a vu qu'elle était allongée, dans du sang. J'ai vu qu'elle était couverte de sang. Je l'ai prise par la tête. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as ?» Elle n'a pas répondu. J'ai mis mon manteau sur elle, car je ne voulais pas la voir. Elle avait une tête bizarre. Je ne voulais pas qu'elle ait froid. La suite, les gendarmes la connaissent. À 11h35, Laurent Barry appelle les secours. Oui, je quitte pas, oui. Les hommes de la section de recherche de Dijon procèdent immédiatement aux vérifications. Et ils constatent que Laurent Barry a dit vrai. Il va être vu au restaurant, tout le monde va confirmer qu'il est parfaitement détendu, normal, que tout se passe bien. On a un médecin qui nous dit le meurtre remonte donc en gros vers 10h, 10h30 du matin. À ce moment-là, M. Barry, il se trouve dans Dijon. Ça exonère complètement Laurent Barry de ce crime. Donc lui, a priori, dès les premières heures, il a un alibi. Par ailleurs, les médecins de l'hôpital examinent Laurent Barry et ils ne constatent aucune griffure ni trace de lutte. Alors que par ailleurs, les constatations qui seront faites sur le corps de son épouse démontreront que vraisemblablement il y a eu une lutte, puisqu'il y a, il y a quand même eu beaucoup de coups de couteau, et puis on voit que cette jeune femme vraisemblablement a lutté pour se défendre. Laurent Barry est donc mis hors de cause. Les gendarmes l'autorisent à quitter l'hôpital. C'est à ce moment-là que sa famille apprend la terrible nouvelle
Valérie a été assassinée. Les gendarmes nous téléphonent et me disent bon ben votre belle-fille est décédée, est-ce que vous pourriez venir à l'hôpital puisqu'on a emmené votre fils là-bas. On s'est regardé avec mon mari, on a dit mais c'est pas possible. Franchement, non, pour nous c'était pas possible. Enfin moi j'ai pété un plomb littéralement. Je voulais aller à l'hôpital, je voulais savoir s'il y avait moyen de la réanimer, tout ça. Je pouvais pas, j'arrivais pas. J'arrivais pas à savoir qu'elle était morte, je pouvais pas me dire qu'elle était morte. J'appelle pas ça tuer, moi, personnellement. Il l'a massacrée, il faut être fort, quoi. Ce soir-là, Laurent Barry ne retourne pas chez lui. Il regagne le domicile de ses parents. Il est dans un triste état. Il avait beaucoup de mal à parler de ce qu'il avait vu, quoi. Alors, qui a pu tuer une mère de famille aussi sauvagement et pourquoi? Le samedi 27 mars, au lendemain du meurtre, les investigations reprennent. Rapidement, il y a des éléments qui peuvent leur faire penser à un cambriolage. Il y a un sac, le sac à main de Valérie, qui est renversé et qui est, bon, les effets sont déversés au sol. Après, il y a une boîte à bijoux qui a été retournée sur le lit. On a l'impression que des habits qui étaient dans une armoire ont été tirés, poussés, qui sont par terre. On a un cambriolage. Les gendarmes procèdent à la perquisition de la maison où s'est joué le drame. Comme il est d'usage, Laurent Barry, le mari de la victime, les accompagne. Et il va donner aux enquêteurs la liste des objets qui ont été volés. Oui, parce que vous m'avez d'abord dit que... Puis on a le mari qui nous dit mais il y avait 100 € qui étaient posés sous une caissette, ils ont disparu. Il y a une montre qui a disparu. Il y a même des survêtements, des habits qui auraient disparu. Il y a une petite horloge qui aurait disparu. La montre, c'était l'objet principal, je veux dire, au niveau de la valeur, si vous voulez, de son cambriolage. Étrange, 100 € et une montre de valeur. Pourquoi le meurtrier a-t-il pris autant de risques pour un si maigre butin? Mais bon, alors que vous avez d'autres maisons secondaires beaucoup plus huppées, des Parisiens qui ont des maisons bourgeoises en résidence secondaire dans le secteur, qui sont beaucoup plus faciles à cambrioler que de cambrioler une maison en présence d'une femme, quoi. Mais voilà, ça nous a chagriné un petit peu les constatations. Un autre élément est au cœur de cette enquête. L'arme du crime, retrouvée près du corps de Valérie. Un couteau qui en fait appartient à Laurent Barry et qui sert à découper les volailles. Alors lui nous explique, M. Barry, que ce couteau-là, il l'avait laissé sur le bord de la fenêtre de la cuisine. Ce couteau coupait mal, et que donc, comme c'était un mauvais couteau pour l'abattage, c'est pour cela que le couteau avait quitté l'abattoir pour être remis et donné à sa femme. Le tueur se serait donc saisi du couteau qui se trouvait sur l'appui de fenêtre avant de pénétrer dans la fermette et d'agresser Valérie. En avançant dans la fouille de la maison, les gendarmes vont faire une surprenante découverte. En ouvrant la porte d'une remise, ils trouvent les 2 chiens de garde de la famille, enfermés à double tour. Ils découvrent les chiens. Alors ces chiens, c'est un Rottweiler qui effectivement physiquement est monstrueux, est énorme. Et le deuxième, c'est un Border Collie. Ces 2 chiens sont toujours en liberté dans la cour de la fermette. Il n'est donc pas normal qu'ils aient été enfermés. On sait aussi que Valérie n'avait aucune autorité sur ses chiens. Et d'ailleurs, quand elle avait besoin d'obtenir quelque chose de la part des chiens, elle demandait à son mari de s'en occuper. Et comme lui, quand il est parti le matin, les chiens étaient dans la cour, c'est que c'est forcément quelqu'un d'autre qui a enfermé les chiens. Mais alors, qui a donc pu enfermer les chiens? Y a-t-il alors quelqu'un qui voulait du mal à cette femme ou à ce couple? Pour le savoir, les gendarmes vont fouiller la vie de la jeune femme. Mais ils ne vont rien trouver pour étayer la piste de la vengeance, bien au contraire. Il y a eu des écoutes de mise après son décès. Il y a eu des investigations diverses et variées qui ont été faites.
Tout le personnel qui travaillait avec elle à l'hôpital a été entendu. Elle était présentée comme une personne très joviale, très sympa, qui aimait bien vivre. Alors Valérie, non, elle n'avait pas d'ennemis du tout. Non, Valérie, non. Non, elle avait que des amis. Personne lui en voulait, rien. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. On ne lui a trouvé aucun amant. On y a pensé, bien évidemment. Je veux dire, c'est le genre d'investigation qu'on a effectuée. Pourtant, il semble que les dernières semaines avant son assassinat, Valérie paraissait différente. En réalité, elle était inquiète. Le dernier week-end, on avait été là-bas. Elle nous avait amenés dans les bois. Et d'habitude, on pouvait aller se promener avec mon grand frère. On prenait ma petite sœur, on allait se promener dans les bois. On s'éloignait pas trop, mais bon, on pouvait y aller. Ma belle-mère a totalement refusé qu'on s'éloigne d'elle ce week-end-là. Quand mon père était pas là, elle était tout le temps en train de guetter partout. Elle était pas bien, elle tremblait, elle avait peur. Et quand mon père rentrait, elle avait le sourire, elle était bien. Et nous, on n'a pas osé en parler à mon père de ce jour-là. Elle était inquiète, comme si elle avait peur de quelque chose. De quoi ou de qui Valérie avait-elle peur ? Nul ne le sait. Et les expertises effectuées sur les cheveux retrouvés dans sa main ne vont pas aider les enquêteurs. En effet, les résultats du laboratoire sont formels. Ces cheveux sont les siens. 3 semaines après le meurtre, l'enquête est dans l'impasse. Donc ils n'ont rien. Les semaines passent et ils n'ont rien. Pour essayer d'obtenir des informations, les gendarmes lancent un appel à témoins dans la presse locale. Et ils vont découvrir que quelques jours avant le meurtre, une série d'événements étranges se sont produits dans le petit hameau de l'Anneau. Ce petit hameau, c'est un hameau très agricole, avec quelques familles, quelques maisons qui se touchent, qui ne sont pas très éloignées les unes des autres. Alors que c'est un petit village tranquille, où il ne se passe jamais rien, dans les jours qui précèdent, il y a plusieurs personnes du village qui reçoivent des appels anonymes. Il y avait des soupirs, des bruits, enfin dans le téléphone, un petit peu bizarre la nuit, des gémissements, enfin des appels très perturbants. Donc dans les jours qui ont précédé le meurtre de Mme Barry. Et là, c'est un peu la psychose dans ce village, enfin dans ce hameau. Parce que les villageois se disent, là c'était elle, et peut-être que ce sera nous demain. Suite à l'article dans la presse, les gendarmes vont recueillir un témoignage pour le moins troublant. Celui de Josette Cordier, la buraliste du village voisin. Josette se souvient très bien que le lendemain du meurtre, un inconnu lui a fait une très mauvaise impression. Il était bizarre parce que se justifiait qu'il prenait le journal pour sa voisine et il prenait le journal parce qu'il a vu qu'il y avait un titre qui parlait de l'affaire. Et ça veut dire quoi pour vous ça? Moi, je le sentais pas bien, ce type. Étrange. Surtout quand on sait qu'à ce moment-là, personne n'était au courant du meurtre de Valérie. Mais ce n'est pas tout. Ce jour-là, Josette remarque que l'homme est blessé. Et quand il m'a réglé, j'ai vu qu'il avait une bonne morsure sur la main. Il me semble que c'était la main gauche. Une femme, quand elle se défend, elle mord. Hein. Des grosses des dents marquées. Oui. La buraliste livre son témoignage aux gendarmes, mais elle est bien incapable d'établir un portrait robot. J'ai jamais pu leur donner le signalement de ce type, donc ils sont jamais remontés jusqu'à lui. Hein. Les gendarmes se mettent tout de même sur cette piste. Ils interrogent les voisins pour savoir si le jour du meurtre, ils auraient vu un inconnu au comportement étrange. Mais ils n'obtiennent rien de plus. C'est une énigme supplémentaire qui finit, comme les autres, dans un cul-de-sac. Mais coup de théâtre. L'enquête va rebondir. Laurent Barry va lui-même désigner celui qu'il pense être l'auteur du meurtre de sa femme, son ancien associé. Alors c'est quelqu'un avec qui il a travaillé, très peu de temps. Ça s'est plutôt mal terminé. Ils avaient envisagé de faire des conserves ensemble, c'est-à-dire que Laurent Barry aurait donné la matière première de son exploitation et puis lui aurait assuré donc, la commercialisation donc, de conserves. Il connaît forcément où sont les couteaux, les armes tranchantes. Comme il a travaillé avec lui,
connaît les chiens. Il peut très bien, effectivement, les avoir lui renfermés sans que ça pose de difficultés, puisqu'il est parfaitement à l'aise dans la maison qu'il connaît très bien. Et ce n'est pas tout. Cet ancien associé aurait un éventuel mobile. En effet, Laurent Barry raconte que son ex-collègue aurait fait des avances à sa femme. Ma belle-fille en avait peur. Ça se voyait quand il rentrait dans la maison, parce que des fois Laurent l'invitait à manger quand il finissait tard les volailles. Et on voyait qu'elle avait peur quand il rentrait dans la maison. Parce qu'il avait des vues sur elle. Et à chaque fois, elle l'avait rembarré, quoi. Lui, dès le départ, n'a jamais cru à un inconnu qui passe comme ça et qui la croise. Enfin, je veux dire, c'est au mois de mars, donc elle n'était pas dans son jardin, etc. Donc il était plus sur quelqu'un qui connaissait Valérie ou qui le connaissait lui, parce qu'il ne voyait pas autrement. Les enquêteurs convoquent alors cet homme à la gendarmerie pour vérifier son emploi du temps le jour du meurtre de Valérie. Monsieur n'a pas d'alibi très précis, puisqu'il indique qu'il est approximativement parti vers 9h de chez lui, qu'il serait à peu près arrivé vers 10h30 chez son père. Bon voilà, mais enfin tout ça, ça correspond aussi aux horaires où Madame Barry a été tuée. Piqué au vif par les accusations de Laurent Barry, l'ancien associé va livrer aux gendarmes des informations qui vont changer le cours de cette affaire. Il raconte que Valérie et Laurent Barry étaient en fait au bord de la rupture. Monsieur Barry lui aurait dit qu'il ne finirait pas ses jours avec sa femme. Voici ce que l'ancien associé déclare exactement. En ce qui concerne Valérie, elle criait tout le temps, et surtout sur les enfants de Laurent. Laurent disait souvent qu'un jour, il vivrait tout seul, avec ses chiens. Et il conclut sa déposition sur la passion de Laurent Barry pour les armes blanches. Les déclarations de l'ancien associé réorientent l'enquête vers un drame familial. Les gendarmes vont donc fouiller un petit peu sur l'état de ce couple. C'est en 1997 que Laurent Barry et Valérie se rencontrent. Elle a 31 ans et lui 28. À cette époque, elle est aide-soignante à la clinique de Genove. Lui est brancardier. Et d'après tous les témoignages, c'est le coup de foudre. Laurent Barry, il venait mettre des fleurs sur le pare-brise de Valérie. Petites fleurs qu'elle trouvait comme ça en repartant chez elle. Valérie est divorcée et mère d'un petit garçon. Laurent, lui, vient de se séparer de sa compagne avec laquelle il a eu 2 enfants, Kevin et Mylène. C'était la femme de sa vie. C'était beau. 1 an plus tard, les 2 tourtereaux officient leur union. Le 19 septembre 1998, Laurent et Valérie se marient. Aux yeux de tous, ils forment un couple harmonieux. Neuf mois plus tard, une petite fille va naître de leur union. Elle s'appelle Laura. Le couple décide alors de s'installer à la campagne. Et Valérie et Laurent vont trouver la maison de leurs rêves, une petite fermette dans le hameau de l'Anneau. Ils ont trouvé ce petit village bien calme, sans rien autour, et ça leur a plu tout de suite. Valérie était enchantée. C'est vrai qu'il faisait plein de projets. Alors, Fifi, ok. Comment il fait le canard? Tout semble sourire au jeune Barrier. La famille recomposée nage dans le bonheur, comme en témoignent ces vidéos familiales. Ok, boum. Laurent Barry quitte alors son métier de brancardier pour suivre une formation en agriculture et il se met à son compte. Il avait un élevage de poules, de poulets, de lapins. Et en fait, il abattait ses bêtes pour les revendre sur des marchés ou dans des grands restaurants. L'affaire marche bien dans un premier temps. Il arrive même à rembourser ses prêts. Mais en 2003 survient la sécheresse. Et là, c'est une catastrophe parce que les poulets meurent les uns après les autres et il perd tout. Heureusement que le salaire de Valérie est là pour pouvoir assumer au plus pressé. La situation financière du couple devient alors de plus en plus difficile. Et du coup, financièrement, c'est Valérie qui fait bouillir la marmite avec son petit salaire d'aide-soignante. Elle paye les dettes, elle paye les traites, elle paye tout. Et lui ramène 0 centime à la maison.
Elle portait cette famille, elle la portait à bout de bras. D'après certains témoignages, elle était complètement à bout ces derniers temps. Elle était vraiment à bout. Valérie s'en était même confiée auprès de ses collègues de l'hôpital de Dijon. Ces derniers temps, Valérie était un peu triste. En effet, elle avait beaucoup de travail et venait travailler de loin, avec en plus quelques petits problèmes familiaux. Parfois, ça faisait beaucoup. Le rêve du retour à la campagne tourne au cauchemar. Et à l'automne 2003, soit moins d'1 an avant le meurtre de Valérie, le couple se déchire. Ils s'étaient fâchés, ils avaient failli se séparer à un moment donné. Et d'ailleurs, pendant 1 semaine, il est parti dormir dans sa camionnette. Quand il y avait des tiraillements, il dormait plus avec elle, il allait dormir dans son camion. Voilà, donc je veux dire, c'est un couple qui est en crise, même si la rupture n'est pas consommée. Ce que les gendarmes découvrent finalement, c'est que 2 mois avant les faits, le couple est en ébullition. Ils ont des problèmes de fric, ils sont au bord du divorce. Dès lors, aux yeux des enquêteurs, Laurent Barry devient le suspect numéro 1. En octobre 2005, soit près de 18 mois après le meurtre, les gendarmes reprennent tout à zéro. Et ils constatent quelque chose d'étrange qu'ils n'avaient pas remarqué au départ. Et en reprenant le dossier depuis le début, il se dit, ben non, c'est quoi la première pièce, je dirais, chronologiquement, la première pièce du dossier? Et ben c'est l'appel. L'appel de détresse, le fameux appel de fin de matinée, 11h35. Lorsque Laurent Barry appelle les secours. Et là, l'enquêteur, il va écouter la bande. Et là, on découvre un truc étonnant. Parce qu'au moment où il dit « Où sont mes chiens? Où sont mes chiens ?», on entend les aboiements des chiens. Ils sont où mes chiens? Oh mais je trouve pas mes chiens. À l'étude de l'enregistrement, on entend vraiment très bien ces chiens qui aboient en fond de conversation, si vous voulez. Mais je sais rien, comment ça j'ai perdu mes chiens? Ils se disent, c'est curieux quand même. Il gémit, où sont mes chiens, où sont mes chiens? Et en bruit de fond, on entend les chiens aboyer. Et donc, à partir de là, on a compris qu'en fait, il y avait quelque chose entre ces chiens et lui. Commencez à vous dire, mais attends, s'il nous a menti là-dessus, pourquoi il nous ment? Pourquoi il nous ment? Pourquoi le mari nous ment? Il faut tout reprendre à zéro. Et cette fois-ci, il va falloir qu'on épluche ce qui concerne Laurent Barry, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le major Claude Rousseau reprend alors toutes les pièces du dossier, à commencer par le rapport d'analyse effectué sur l'ordinateur de Laurent Barry. Et là, on s'est aperçu, dans ce rapport-là, qu'il y avait effectivement une trace de l'impression des factures qui avaient été réalisées par M. Barry, mais en aucun cas elles avaient été faites le matin, comme il le dit, mais la veille, vers, de mémoire, pareil, vers minuit, minuit et demi ou 11h30. Donc sur ce matin-là, il nous avait menti. Il a toujours dit qu'il avait facturé le matin avant de partir. Or, on sait, par l'analyse de l'ordinateur, qu'il a facturé la veille au soir. 2 mensonges qui accablent le suspect. Au vu de ces nouveaux éléments, le parquet de Dijon ordonne l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Laurent Barry. Le 17 janvier 2006, l'homme est placé en garde à vue. Quand ils l'ont appelé, ils lui ont dit donc qu'ils avaient trouvé des éléments, etc. Donc mon père est parti à la gendarmerie, il a dit ça y est, ils l'ont trouvé, je suis content. Et il est pas ressorti, en fait, il était en garde à vue. Et il a appris que c'est là qu'on l'accusait. Pendant les 25 ou 26 premières heures de sa garde à vue, il ne va quasiment rien lâcher. À chaque fois que je lui posais une question, il se mettait quasiment debout au garde à vous, et il me répondait « non, mon adjudant »,« oui, mon adjudant », alors qu'il avait été militaire pendant 2 ans et ça remontait à 15 ans auparavant, quoi. Il se comportait comme un légionnaire. De longues heures d'interrogatoire commencent sans que les gendarmes n'obtiennent aucun aveu. Il m'oubliait de poser des questions précises. Il avait pas de réponse précise à vous donner. Il ne répond pas, il ne parle pas, il ne pleure pas, il ne sourit pas. Enfin, il est solide comme un roc. Comme il est d'usage, les gendarmes procèdent ensuite à la perquisition du domicile du suspect.
Il est 18h ce jour-là, quand il se présente chez les parents de Laurent Barry, où l'homme réside depuis le meurtre de sa femme. Laurent était avec les gendarmes et monté dans la chambre avec eux. Et on avait mis notre petite fille dans la chambre avec la grand-mère pour pas qu'elle voie les menottes, les gendarmes, enfin tout ça. Et qu'est-ce qu'il découvre dans la chambre de Laurent Barry? La montre Festina qu'il avait déclarée volée 1 an et demi auparavant. Alors, il nous dit, cette montre, j'ai retrouvée en gros il y a une quinzaine de jours, j'ai oublié de vous le dire. Sauf que toutes les semaines, il venait nous voir. La montre, c'est le 3e mensonge de Laurent Barry. Il a été franchement déstabilisé. En fin d'après-midi, le lendemain, en fin d'après-midi, c'est lui qui nous dit « Bon, on arrête tout, je vais vous expliquer. » Et il va mettre 29 heures avant de finalement reconnaître qu'il a commis le simulacre de cambriolage. Voici ce que déclare Laurent Barry lors de sa garde à vue. J'ai pris peur. J'ai tout de suite pensé qu'on allait m'accuser du meurtre de ma femme. Alors j'ai pensé à faire croire à un cambriolage. J'ai ouvert les tiroirs de la commode et j'ai vidé ce qu'il y avait dedans. J'ai retourné la boîte à bijoux. Par contre, contrairement à ce que je vous ai dit, je n'ai rien touché dans mon fourgon. Donc rien n'a été volé dans ma sacoche, ni la montre Festina. Une explication très surprenante aux yeux des gendarmes. Il va penser qu'on l'accuse. Alors on ne sait pas pourquoi, parce que nous on ne le connaît pas. Avant cette affaire-là, M. Barry, c'est un illustre inconnu. Il va penser qu'on va l'accuser, qu'on va accuser le mari. Donc il décide de faire un faux cambriolage. Et Laurent Barry ne va pas s'arrêter là. Il va donner aux enquêteurs une nouvelle version sur le déroulement de la matinée. Il dira qu'il s'est un petit peu grondé avec sa femme parce que la question se posait de savoir comment il fallait poncer les poutres, de savoir s'il fallait les poncer simplement en surface ou aller les poncer à cœur. Voilà, mais que c'était rien de plus que ça. Et là, on n'a plus un couple qui s'entend formidablement bien, le couple idyllique qu'il nous décrivait. On a un couple qui, dès 9h du matin, se dispute pour un problème de poutres, pour savoir si on les ponce à cœur ou si on les ponce en surface. Et Laurent Barry avoue aussi que ce matin-là, c'est lui qui a enfermé les chiens. Il dit qu'en partant le matin, sa femme en avait ras-le-bol d'entendre les chiens aboyer. Donc ce jour-là, il avait décidé de les enfermer dans la petite dépendance qui se trouvait attenante à la maison, quoi. Et là, effectivement, ça pose un méga problème. Parce que dès le départ, souvenez-vous, il dit « Où sont mes chiens ? Où sont mes chiens ?» Et quand les gendarmes arrivent sur place, il les retrouve enfermés, les chiens. Et lui n'a pas été les libérer. Et face à cet événement, il va dire « Je ne me souvenais pas les avoir enfermés ». Les gendarmes ont des aveux partiels, mais il leur manque l'essentiel. Les enquêteurs vont lui dire, écoutez, maintenant que vous nous avez avoué ça, allez au bout. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Et là, il dit, non mais c'est tout. Je n'ai rien fait d'autre. Il reconnaît tout. Ses mensonges, les horaires. Enfin, il veut bien tout reconnaître, sauf le meurtre. Seulement pour les gendarmes, leur conviction est faite. On verra ça avec le Et à la lumière des nouvelles déclarations de Laurent Barry, ils imaginent le scénario du meurtre. Le matin, il y a eu une scène explosive. Franchement, mais t'es vraiment... Parce que peut-être elle lui avait annoncé qu'elle voulait le quitter définitivement, ou parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, ou parce que... Voilà, ils se sont fâchés, et il a vu rouge. Dans sa colère, Laurent Barry aurait poignardé sa femme avant de lui fracasser le crâne sur le sol du salon. Il a le temps de tout nettoyer. Il laisse le corps de sa femme baignant dans son sang, en train de mourir ou peut-être déjà morte. Pour les gendarmes, Laurent Barry se serait ensuite lavé avant de se changer. Il se change, il ramasse les traces qu'il a pu laisser, s'il l'a assommé avec une tasse. Et après, une fois changé, il part faire son périple, c'est-à-dire livrer ses poulets. Il faut bien qu'il fasse sa tournée pour pas non plus éveiller de soupçons. Donc il s'en va, il va livrer ses poulets, et son idée c'est, en revenant,
Je fais comme si je découvre le corps. Laurent Barry serait alors arrivé chez lui et aurait maquillé son meurtre. Le simulacre de cambriolage a tellement été fait rapidement que je pense que c'est au retour, ça. Ça, c'est au retour qu'il le fait. Et c'est pour ça qu'on a un simulacre qui est entre guillemets mal fait à un moment donné et que les enquêteurs vont à un moment donné se dire mais c'est bon sang, il y a quand même quelque chose à creuser. Les gendarmes ont un scénario, mais il leur reste un problème de taille, l'heure de la mort de Valérie Barry. Souvenez-vous, le médecin dépêché sur les lieux le jour du meurtre avait conclu que Valérie était décédée à 10h30, heure à laquelle Laurent Barry livrait ses poulets. Alors, Valérie aurait-elle pu mourir plus tôt? C'est en tout cas ce que stipule le rapport d'autopsie, pratiqué quelques jours plus tard. On peut y lire que la mort serait survenue dans un créneau horaire beaucoup plus large, qui aurait donc permis à Laurent Barry de tuer sa femme avant de partir. Le médecin légiste écrit dans son rapport qu'elle est décédée approximativement entre 9h45 et 11h30. Si on lui dit oui mais approximativement, ça veut dire quoi? Il est tout à fait envisageable et possible, d'un point de vue scientifique, que Valérie Loos soit décédée en réalité à 8h30. Au départ, l'heure de la mort de Valérie était 10h30. Après, ça a été 9h30. Et puis là, on arrive à 9h moins le quart, quoi. C'est 8h30, 9h moins le quart. C'est-à-dire qu'on en est arrivé, avec les déclarations du docteur Hubert, à une telle amplitude horaire qu'il a pu la tuer avant de partir ou il a pu la tuer en revenant. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes vont aussi mettre à mal l'alibi de Laurent Barry. En effet, l'homme a toujours déclaré être parti à 9h de chez lui pour arriver à 10h15 au restaurant de Dijon. Un temps de trajet de 1h15 qui ne correspond pas à la réalité. Quand on chronomètre le parcours, on s'aperçoit qu'en fait, il est parti beaucoup plus tard qu'il ne le dit. Et là où il dit qu'il a mis 1h15 pour faire le trajet, les gendarmes, eux, ont mis 39 minutes. Il aurait donc fallu beaucoup moins de temps à Laurent Barry pour se rendre à Dijon. Ce qui signifie simplement qu'il serait peut-être parti de chez lui plus tard, vers 9h20, au lieu de 9h, comme il l'a toujours déclaré. Ça laisse la possibilité qu'il l'ait tué. Qu'il l'ait tué avant de partir. Il a largement le temps. À ce moment-là, son alibi s'effondre. Et des témoignages de la famille de Valérie ne vont pas arranger les affaires de Laurent Barry. La belle famille raconte que c'est un personnage, d'après elle, toujours assez insupportable. On va dire, grosso modo, un sale type. Le père de Valérie avait dit que que ça se terminerait mal un jour entre Valérie Barry et Laurent Barry. Le 17 février 2006, soit 2 ans après le meurtre de Valérie, Laurent est mis en examen pour homicide volontaire et il est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Sa famille est littéralement sous le choc. Quand on apprend qu'il va en prison, on se dit c'est pas possible. Là, j'ai compris qu'ils étaient en train de nous gâcher la vie, en fait. Là, j'ai compris que c'était le début d'un long cauchemar. Et face à l'accusation, l'ex-compagne de Laurent Barry dresse le portrait d'un homme incapable de commettre un acte d'une telle violence. C'est quelqu'un qui peut s'emporter, oui, comme tout le monde. C'est quelqu'un qui dit les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit. À sa manière, c'est quelqu'un d'un peu bourru, voilà, etc. Mais frapper, non. C'est pas dans son code de vie de frapper quelqu'un de plus faible. Quand il me regarde droit dans les yeux et qu'il me dit « Je ne suis pour rien dans la mort de Valérie », je le crois. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai dormi, avec qui j'ai fait des enfants, avec qui je me suis disputé, qui m'a menti et à qui j'ai vu quand il mentait. Je connais ses yeux, je connais son regard. C'est quelqu'un que je connais et j'en suis sûr à 200%. Derrière les barreaux, Laurent Barry clame son innocence. Pour se faire entendre, il entame une grève de la faim et fait aussi plusieurs tentatives de suicide. On lui prescrivait des cachets, des calmants pour dormir. Et en fait, au lieu de les prendre, il les gardait. Et arrivé à un certain moment, quand il en avait assez, il les prenait tous d'un coup. Alors, qui est Laurent Barry? Un homme victime d'une tragique erreur judiciaire ou un meurtrier au sang froid
capable du pire. C'est quelqu'un qui avait deux facettes, on va dire, de ce qui ressortait du dossier. Soit il n'était pas adulé, mais par certaines personnes qui le trouvaient très sympathique au demeurant. Et en revanche, on en a eu d'autres qui le voyaient sous une personnalité très, très violente. 10 mois après le début de son incarcération, les avocats de Laurent Barry demandent sa remise en liberté. Et face à l'accusation, ils brandissent un élément qui, selon eux, remet tout en question. Le fourgon de Laurent Barry. Ce jour-là, l'éleveur de poulets ne l'a pas utilisé. Souvenez-vous, il avait pris la voiture de sa femme pour aller à Dijon. Or, le jour du meurtre, plusieurs témoins affirment que cette camionnette a été déplacée. La camionnette de livraison se trouvait devant l'entrée de la maison. On s'est aperçu qu'elle avait changé de sens et par ailleurs, un voisin qui habitait à proximité donc, confirme que vers 10h, 10h30, la camionnette n'était plus là. Bon. Or, à cette heure-là, ça ne peut pas être M. Barry qui conduit la camionnette puisque là, pour le coup, il y a X témoins qui confirment qu'il était en train de livrer ses poulets à Dijon. Quelqu'un aurait donc utilisé le fourgon de Laurent Barry en son absence. D'ailleurs, les gendarmes avaient constaté à l'époque que le capot du véhicule était encore chaud. S'il est encore chaud, c'est qu'il vient de servir. Qui a pu s'en servir? Ça peut être elle qui, effectivement, est allée faire une course ou est allée ailleurs ce matin-là. Et s'il a pu bouger par le fait de Mme Barry, eh bien, c'est tout simplement parce que elle était encore vivante au moment où il est parti. Et évidemment, si cette camionnette a bougé pendant qu'il était à Dijon, ça ne peut plus être lui l'assassin. Au final, les avocats de Laurent Barry dénoncent une enquête à charge. Objectivement, il n'y a aucun élément matériel lourd à charge contre lui. Le mobile, il est vachement faible. On avance la dispute et en même temps, il n'y a pas un témoin qui vient vous dire qu'elle avait l'intention de le quitter. D'ailleurs, d'après les amis et les proches de Laurent Barry, le couple s'était réconcilié. Oui, le couple a eu des problèmes 5-6 mois avant. Mais ça roule depuis, je vais dire, Noël, en gros. Depuis le mois de décembre, ça va bien. Au point qu'elle va lui organiser son anniversaire surprise quelques semaines avant son décès. Alors dans les derniers temps, je me rappelle du moment de la Saint-Valentin. Je les ai jamais vus aussi amoureux que ce week-end-là. Ils étaient vraiment bien. Ils rigolaient, ouais, les derniers temps. Ils rigolaient, ils étaient bien. En plus, ils avaient assez d'argent pour reprendre les travaux dans la maison, donc ça allait beaucoup mieux. Ils se sont fait un relais château, tous les deux. Pour un couple qui va pas bien et qui est prêt de divorcer, elle fait beaucoup de choses pour son mari, lui aussi. Le 28 décembre 2006, la justice décide de remettre Laurent Barry en liberté en attendant son procès. Il est sorti en 2006, le procès a eu lieu en 2009. On a quand même eu 3 ans à le voir tous les jours. C'était redevenu comme avant. Et quand mon père m'a appelé en me disant le procès il aura lieu en octobre 2009, là je me suis dit en fait c'est bon quoi, on va y passer. Le 19 octobre 2009, le procès s'ouvre devant la cour d'assises de la Côte d'Or. Pour le meurtre de sa femme, Laurent Barry encourt la prison à perpétuité. L'homme comparaît libre. Au premier jour d'audience, l'accusation va brandir l'élément matériel qui, selon elle, scelle la culpabilité de Laurent Barry, un chausson taché de sang. Pas une grosse trace, une micro-trace qui glisse de sang sur la semelle. Et quand les analyses de sang sont revenues, c'était du sang de son épouse. Comment est-ce qu'on peut avoir ce sang-là, à cet endroit-là? Il se peut très bien que ce matin-là, M. Barry avait ses chaussons aux pieds et que dans l'agression avec son épouse, si vous voulez, quand ils se sont bagarrés, il a pu marcher à un moment donné dans des micro-traces de sang. Je ne comprends pas pourquoi on essaye de dire qu'il l'a tué avec ses chaussons, alors qu'il n'y avait pas du tout de sang, il y avait une petite goutte en dessous.
Donc s'il l'avait tué avec ses chaussons, je pense qu'il y aurait eu du sang dessus et plus de sang dessous. Face à la cour, la défense de Laurent Barry va alors dénoncer le fait que ses chaussons n'ont été saisis que 11 jours après le meurtre. Les conditions dans lesquelles les constatations matérielles ont été faites relèvent d'une faute. Les scellés qui ont été enlevés au bout de 12 heures et où tout le monde a joyeusement patouillé dans la maison pendant 3 semaines avant que la police scientifique vienne faire des relevés. Il y avait le reste, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été effacées. Plein de personnes sont passées maintenant. La scène de crime n'a pas été figée. Quand je dis la scène de crime, c'est pas simplement la pièce où on a retrouvé Madame Barry. Le camion, la maison, l'environnement immédiat, tout est scène de crime. Et les débats vont se focaliser sur ses chaussons. La mère de Laurent Barry vole au secours de son fils face à ses accusateurs. Quand je suis arrivée pour nettoyer, j'ai retiré mes bottes et j'ai mis des chaussons. J'ai très bien pu les mettre et marcher dans une goutte de sang. Je dis, madame, vous voulez faire croire à une cour d'assises que pour faire le ménage, vous avez mis des chaussons, alors que vous chaussez du 36-37, vous avez mis les chaussons de votre fils qui font 43-44. Ça ne m'aurait pas choqué. J'ai pris les chaussons qui étaient là et puis voilà. En tout cas, ça n'a pas convaincu la cour d'assises et moi non plus. Et à l'accusation de renchérir sur les mensonges à répétition de Laurent Barry. Il maquille tout. Ce garçon maquille tout. Il maquille un cambriolage, il maquille l'histoire des chiens. Il m'a dit j'ai eu peur, j'ai eu peur qu'on m'accuse parce que c'est moi qui l'ai découvert, j'ai eu peur d'aller en prison, j'ai eu peur de vous perdre. Et il dit je sais pas ce qui m'est passé par la tête, il dit j'ai découvert ma femme dans du sang, je savais pas ce qu'elle avait. Des arguments peu convaincants, mais surtout un comportement qui va jouer en sa défaveur. Laurent Barry est impassible, extrêmement froid. Et beaucoup de gens disaient ils sont fous, ils montrent aucune émotion. Ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir pleuré, de ne pas avoir montré ses émotions. Mais on en a beaucoup discuté, il m'a dit j'ai pas réussi à pleurer. Il m'a dit j'avais tellement de haine contre ces gens qui m'accusent, il dit j'ai pas réussi à pleurer en fait. Et je pense que son attitude, beaucoup plus que ses mensonges, ont pesé extrêmement lourd dans la balance. Donc là dans ma tête je me suis dit c'est fini, c'est bon. Il a simulé un cambriolage, il a menti sur un point, donc forcément on va lui mettre le meurtre sur le dos, c'est obligé. À l'issue des 5 jours d'audience, l'avocat général requiert 20 ans de prison à l'encontre de Laurent Barry. Comme la loi l'y oblige, les derniers mots sont toujours pour l'accusé. Laurent Barry se lève et déclare « Retrouver sa femme dans une mare de sang, je peux vous dire que c'est une horreur. Vous ne savez plus quoi faire, quoi dire, qui vous êtes. » Le 23 octobre 2009, le verdict tombe. Après avoir délibéré 4 heures, les jurés condamnent Laurent Barry à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. En 20 ans. Ça vous tombe sur la tête, et moi tout de suite j'entends un gros bruit, un boum, c'est mon fils qui tombe. Et puis un hurlement de bête, et c'est ma fille qui crie. Moi j'ai crié, j'ai voulu passer pour aller lui faire un bisou, on m'a retenue, on m'a foutu... deux policiers sont venus me chercher gentiment pour me faire attendre dehors. Mon grand frère il est tombé dans les pommes. Et vous comprenez pas. Vous dites c'est pas lui. Et 20 ans. Laurent est assommé, il a un masque. Et moi je sais, je lui hurle, Laurent, il y a l'appel, Laurent, on va se battre. On va continuer de se battre, Laurent, c'est que le premier procès, il y en aura un autre. On croit en toi. Quand on l'a mis en prison, on m'a dit 90% du temps, c'est le conjoint qui fait ça, mais les 10% qui restent, on en fait quoi? Il est innocent, à 200%. 1 an plus tard, la cour d'appel de Besançon confirme la condamnation. Laurent Barry, lui, clame toujours son innocence.